Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Introduction, plan de l'ouvrage. L'objectif central de cet ouvrage est de contribuer à l'identification des enjeux stratégiques du système de navigation par satellite Galileo, à l'appréciation de leur importance dans l'immédiat, mais surtout dans le moyen et le long terme, et à la formulation des actions que ces enjeux appellent. Après cette introduction qui constitue la première partie avec l'avant-propos et les recommandations, on expose succinctement dans un deuxième chapitre 3 éléments nécessaires à leur compréhension. La description technique du système Galileo dont certains détails sont encore susceptibles d'évoluer, mais dont la logique est acquise. Les référentiels géodésiques auxquels se rapportent les mesures spatiales fournies par le système. Les échelles de temps auxquelles se rapportent les services de synchronisation. Le troisième chapitre aborde l'examen des secteurs d'activité civile dans lesquels interviennent les services Galileo. Certains de ces domaines disciplinaires échappent, par nature, à la compétence des académies. C'est ainsi que l'agriculture de précision, quelle que soit son importance, ne relève d'aucune des trois. On ne s'est pas astreint à une revue exhaustive des applications, mais la sélection opérée sur la base de l'expertise disponible suffit à démontrer l'importance capitale du projet. Dans un quatrième chapitre, on a abordé les synergies qu'il convient d'organiser entre Galileo et la recherche scientifique dans une variété de domaines qui concernent la connaissance de la planète Terre et de son environnement atmosphérique. Un cinquième chapitre est consacré aux implications de Galileo dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le fait que le développement de Galileo s'inscrive dans un cadre institutionnel civil ne justifie aucunement que l'on ignore son potentiel dans le domaine de la défense. Enfin, dans un dernier chapitre, on souligne l'importance critique des horloges spatiales et la nécessité pour l'Europe de maîtriser cette technologie, la seule dont le programme spatial européen n'ait pas assuré pleinement la disponibilité. Ce texte n'est pas une pure spéculation, il est tourné vers l'action. Il conduit donc à un ensemble de recommandations, données précédemment, qui concernent non les actions immédiates dont les institutions européennes sont saisies, mais le moyen et le long terme d'une démarche européenne qui s'inscrit dans la durée et dont la portée stratégique est immense. 2. Description technique du système. 2.1 Description générale du système Galileo. 2.1.1 Introduction à la navigation par satellite. Le principe d'un système de navigation par satellite à couverture permanente et mondiale, un Global Navigation Satellite System, GNSS, est simple. L'utilisateur reçoit des signaux d'un certain nombre de satellites dont la position est connue avec une grande précision, les compare et en déduit sa position géographique. Dans les systèmes, américain Global Positioning System, GPS et russe GLONASS, Gamma LOHACC, Gamma LOBA Elena Avigationa Satellite et Nikova Systema ou en français Système global de navigation par satellite. Comme bientôt dans le système européen Galileo, ce principe simple se décline de la manière suivante. Chaque satellite émet en permanence un signal comprenant une information sur sa position et sur l'heure précise de l'émission au début des messages transmis. Les caractéristiques orbitales de la constellation formée par les satellites de navigation et de positionnement garantissent que l'utilisateur pourra constamment recevoir en principe le signal d'au moins 4 satellites, quelle que soit sa position sur le globe terrestre. L'utilisateur équipé d'un récepteur, parfois appelé terminal, reçoit ces signaux, puis en déduit aisément les distances le séparant de 3 de ces satellites par une simple mesure du temps de propagation du signal, puisque la vitesse d'un signal électromagnétique dans l'atmosphère peut être très bien estimée moyennant certaines informations à caractère météorologique et ionosphérique qui sont mesurables ou estimables, voir chapitre 4 et annexe 8. Ceci permet à l'utilisateur, par un calcul mathématique relativement aisé qui s'apparente à celui de la triangulation classique, d'estimer sa position avec une incertitude inférieure à 10 mètres s'il dispose d'une horloge atomique parfaitement synchronisée. Une erreur de seulement 1 millionième de seconde générerait une erreur de 300 mètres. Pour des raisons de coût et d'encombrement, les récepteurs ne sont généralement pas équipés d'horloges d'une qualité assurant a priori une synchronisation suffisante.
L'utilisateur doit donc utiliser au moins 4 satellites pour déterminer en plus de sa position la correction de synchronisation avec les horloges du système de navigation et en pratique bénéficier même de plus de satellites pour avoir la meilleure précision possible. Voir les sections suivantes 2.2, 3.4 et 4.2. Ce principe de navigation présente l'immense avantage que l'utilisateur n'a pas besoin d'émettre un signal. L'utilisation est donc très discrète. L'opérateur du système ne sait pas qui l'utilise, ni même combien il y a d'utilisateurs, et le système n'est pas saturable puisqu'il ne fonctionne que dans le sens satellite vers l'utilisateur et que ce dernier se contente de recevoir les signaux. Au passage, on remarquera que ce principe de détermination de la position fournit aussi un remarquable service de distribution du temps puisque chaque terminal reçoit des signaux synchronisés entre eux avec un très haut niveau de précision, de l'ordre de la nanoseconde. Cette caractéristique est à l'origine de très nombreuses applications, comme on le verra dans le chapitre 3. De surcroît, pour les terminaux montés sur des mobiles, les positions successives du terminal permettent d'en déduire facilement la vitesse et la direction du déplacement. Le système de navigation fournit donc un service de détermination de la position, de la vitesse et du temps, service PVT. Bien entendu, comme déjà indiqué ci-dessus, pour que ce principe s'applique partout sur le globe et sans interruption de service, il faut qu'un nombre suffisant de satellites soit en orbite, bien répartis tout autour de la planète, de manière que, quel que soit l'endroit où est situé l'utilisateur et le moment où il cherche à se positionner, ils reçoivent les signaux d'un nombre suffisant de satellites pour que le calcul de la position soit possible. Pour satisfaire cette condition, il y a plusieurs solutions mais la plus élégante et la plus efficace consiste à mettre en place une constellation de 24 à 30 satellites placés sur des orbites circulaires de 20 000 km d'altitude approximativement, 23 222 km dans le cas de Galileo, placés par groupe de 8 à 10 sur des plans inclinés d'au moins 50 degrés par rapport à L', décalés entre eux et régulièrement espacés, configuration dite de Walker. Avec cette configuration, un utilisateur, quelle que soit sa position sur la Terre, voit en permanence au moins 4 satellites, ce qui est suffisant pour permettre la détermination de sa position et de la correction de son horloge. C'est la solution qui a été retenue pour les systèmes GPS, GLONASS et Galileo, avec des différences d'un système à un autre sur le nombre de plans inclinés, 6 dans le cas de GPS, 3 dans les autres cas, ainsi que sur la valeur exacte de l'inclinaison et sur l'altitude moyenne, mais cela ne change pas le principe. Les configurations de Walker. Il s'agit d'un ensemble de satellites dont les orbites sont phasées entre elles et forment une constellation. Une constellation est homogène si les orbites sont circulaires ou en pratique quasi-circulaires. De même période, de même inclinaison, avec le même nombre de satellites par plan d'orbite. La constellation sera dite phasée si en outre les nœuds ascendants sont équirépartissent sur l'équateur. Avec une distribution des phases des satellites uniforme, la phase correspond à l'angle donnant la position du satellite dans son plan d'orbite par rapport à la ligne des nœuds dans le plan équatorial. On définit une classe de constellation dite delta pattern ou de Walker par les paramètres T, P, F. T nombre total de satellites. P nombre de plans comportant chacun TP satellites équirépartissent dans le plan d'orbite. F est le paramètre de phasage. Si dans un plan un satellite passe à l'équateur, le satellite dans le plan suivant à l'est et le plus proche de l'équateur aura sa phase égale à 360 degrés FT. Application à Galileo. Orbite quasi-circulaire avec un rayon d'orbite A égale 29 600 km. Inclinaison I égale 56 degrés. T égale 27, plus 3 satellites en rechange, 1 dans chaque plan. P égale 3. F égale 1, d'où un angle de phase de 13 degrés 20. On a donc dans le premier plan au moment où le satellite passe à l'équateur les satellites équirépartissent 0 degrés, 40 degrés, 80 degrés, 120 degrés, 160 degrés, 200 degrés, 240 degrés, 280 degrés, 320 degrés et dans le plan suivant à l'est, 13,20 degrés, 53,20 degrés, 93,20 degrés, 133 degrés 20, 173 à 20, 213,20, 253,20 degrés, 293,20 degrés,
333,20 °, et dans le troisième plan 26,40 °, 66,40 °, 106,40 °, 146,40 °, 186,40 °, 226,40 °, 306,40 °, 346,40 °. Figure 3, photographie d'un satellite GPS. Figure 4, satellite russe GLONASS. Le choix des paramètres orbitaux d'une constellation d'un système global de navigation par satellite est le résultat de compromis nombreux et complexes liés d'une part à des exigences fonctionnelles comme la couverture terrestre et d'autre part à des contraintes liées aux conditions de lancement et de fonctionnement. Plus le satellite est placé sur une orbite haute, plus il sera visible une portion importante de la Terre, mais alors plus le coût du lancement est accru et plus la puissance électrique nécessaire pour émettre les signaux sera grande. Le choix du demi-grand axe ou de l'altitude n'est ainsi pas fait au hasard. Il est d'abord une simple application de la troisième loi de Kepler qui relie la période de révolution orbitale au demi-grand axe de l'orbite à la masse de la Terre et qui est un paramètre. Pour phaser le mouvement du satellite sur la rotation de la Terre, il est en effet judicieux de choisir une période de révolution orbitale qui soit commensurable avec la période de révolution sidérale de la Terre dans un rapport simple. Les orbites de GPS à 20 000 km d'altitude ont été choisies de telle sorte que les satellites fassent 2 fois le tour de la Terre par jour. Les satellites GLONASS à 19 100 km d'altitude ont une répétition d'orbite par rapport à la Terre de 8 jours. Initialement, les orbites de la constellation Galileo avaient été choisies avec un demi-grand axe de 29 993 km. Les satellites faisaient alors 5 révolutions en 3 jours. Rapport 1,66. Mais les lois de la mécanique céleste ont montré qu'un tel rapport 5/3 définissait une configuration instable de la constellation, configuration devenant alors en quelques années complètement inhomogène en L'. Absence de manœuvre du fait des perturbations gravitationnelles de la Terre, de la Lune et du Soleil. Pour garder une configuration homogène, il aurait fallu pour certains satellites corriger fortement leur position dans le plan orbital tous les 2 mois par exemple, sur la base d'un écart en longitude alors que la position relative dans le plan orbital d'autres satellites n'aurait pas été perturbée. Le demi-grand axe a alors été abaissé de 400 km, ce qui ne modifie en rien la couverture spatiale recherchée pour se positionner. Avec un demi-grand axe de 29 600 km et une altitude moyenne de 23 222 km, les satellites parcourent désormais 17 révolutions en 10 jours. Rapport 1,7. Et les lois de la mécanique céleste montrent qu'alors la configuration est beaucoup plus stable à l'échelle de la quinzaine d'années. L'inclinaison est un autre paramètre de base qui représente l'angle entre le plan de l'équateur terrestre et le plan de l'orbite. Il représente aussi la latitude maximale en valeur absolue des lieux, depuis lesquels on peut observer un satellite au zénith du ciel local. Avec une inclinaison de 56 degrés et une altitude de 23 222 km, les orbites de la constellation Galileo permettent une couverture des régions les plus industrialisées en général aux latitudes moyennes, régions qui ont le plus fort besoin en radionavigation. Pour autant, les zones de haute latitude ne sont pas négligées, et la couverture devrait être très satisfaisante jusque vers 75 degrés et être même plus favorable que pour GPS. Inclinaison de 55 degrés et altitude de 20 000 km. Galileo est une constellation à couverture mondiale. Le système russe GLONASS avec une inclinaison des orbites de 65 degrés a tendance à privilégier les zones de haute latitude pour des raisons évidentes liées à la géographie de la Russie, quoique son altitude moyenne de 19 100 km soit un peu plus basse. 2.1.2 Le système Galileo. Le système européen Galileo dont la mise en place a été décidée par l'Union européenne et par l'Agence spatiale européenne en mars 2002, est donc constitué d'une constellation de 30 satellites placés sur des orbites quasi-circulaires à 23 222 km d'altitude, inclinés à 56 degrés sur l'équateur, permettant ainsi une couverture correcte des régions de haute latitude comme on vient de le voir. Sur chacun des 3 plans d'orbite, 9 satellites sont régulièrement répartis, plus un en réserve, prêt à prendre la place d'un satellite défaillant. À cette altitude, la période de révolution des satellites sur leur orbite est d'environ 14 heures et 21 minutes.
Le contrôle de la constellation sera assuré par 2 centres de contrôle redondants situés en Europe, s'appuyant sur un réseau de 5 stations de télécontrôle réparties sur la surface terrestre, sur un réseau de 12 stations d'orbitographie et de synchronisation équipées d'horloges atomiques de haute précision et sur un réseau de communication sécurisé. Chaque satellite aura une masse d'environ 700 kg et sera stabilisé suivant les 3 axes grâce à un ensemble classique de gyromètres, roues à inertie et magnétocoupleurs. Leur dimension est de 2,7 par 1,1 x 1,2 m. La puissance embarquée prévue est de 1600 watts. Chaque satellite sera équipé d'un système de contrôle d'orbite par propulsion à hydrazine, qui permet de le maintenir sur sa position orbitale nominale pour une durée de vie de 12 ans. La charge utile de chaque satellite comprendra un ensemble de 4 horloges atomiques, 2 au rubidium et 2 masers à hydrogène, l'électronique de génération des signaux transmis par les émetteurs, codes pseudo-aléatoires orthogonaux de modulation des porteuses, signaux de navigation proprement dits, l'électronique de cryptage et d'antibrouillage des signaux, ainsi que les émetteurs radiofréquences en bande LC et les antennes correspondantes. Le lancement initial des satellites est prévu par grappe de 2 à 6 unités pour chaque plan d'orbite, de manière à assurer un déploiement rapide de la constellation. Par la suite, au fur et à mesure du vieillissement des satellites, de nouveaux satellites seront lancés en remplacement pour assurer la pérennité du système. De manière externe au système de contrôle de la constellation, 2 centres de calcul utilisent les données d'un réseau d'environ 40 stations d'orbitographie, de collecte et de surveillance. Ils utilisent aussi un réseau de communication sécurisé pour surveiller en permanence les performances de chaque satellite et du système, et pour informer en temps réel les utilisateurs du système de son état, de ses performances et du niveau de certitude ou garantie qui peut y être attaché, l'intégrité. C'est ce qu'on appelle le segment de mission. 9 stations réparties dans le monde fourniront cette information via les satellites de la constellation Galileo, qui remplissent là une fonction de relais de l'information d'intégrité. Cette fonction d'intégrité est essentielle pour beaucoup d'applications, où la connaissance instantanée du bon état de fonctionnement du système est indispensable, navigation aérienne par exemple. Il est important de savoir qu'elle n'est pas fournie dans le système GPS actuellement en service. Dans les principales régions du globe, des segments régionaux d'intégrité, dérivés des NIO European Geostationary Navigation Overlay System, qui sera décrit plus loin en 2.1.7, apporteront localement un complément d'information et de qualité. Le premier satellite expérimental a été lancé le 28 décembre 2005, GeoVA. Un deuxième devrait être lancé fin 2007, GeoVB. Par mesure de précaution, l'Agence spatiale européenne, en charge des phases de développement et de validation du système Galileo, a initié les activités pour un deuxième GeoVA qui doit être lancé à partir de mi-2008 pour assurer qu'il n'y aura pas d'interruption dans L'. Occupation des fréquences accordées à Galileo, dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications. Le développement industriel du système Galileo a démarré en décembre 2004. Le premier satellite opérationnel sera lancé fin 2008 courant 2009 pour avoir une mini-constellation de 4 satellites en orbite pour la phase proprement dite de validation sur orbite et la constellation complète est attendue vers 2012. Un schéma de concession, public-privé est envisagé pour apporter une partie du financement et développer le marché aval. Le coût initial du projet a été estimé à 3,6 milliards d'euros et le marché des applications de la navigation par satellite d'ici 2020 a été estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. 2.1.3 Avantages de Galileo, ses services, son plan de fréquence, ses signaux. Les avantages des services que Galileo apportera aux utilisateurs exigeants par rapport à son concurrent gratuit le GPS ont pu être obtenus grâce au choix spécifique de fréquences et aux 10 signaux soigneusement répartis sur 3 bandes de fréquences. Les services de Galileo. Les services Galileo, autonomes, disponibles mondialement, seront indépendants de tout autre système et seront basés sur les différents signaux émis par la constellation des satellites Galileo. Il est prévu 5 types de services autonomes de base utilisant les différents signaux Galileo, émis dans différentes bandes de fréquences. 4 signaux dans la bande,
1164 à 1215 MHz, bande E5A et E5B. La porteuse 1 transmettant des messages de navigation à 25 vitesses, la porteuse 3 des messages de navigation et d'intégrité à 125 vitesses. 3 signaux dans la bande, 1260 à 1300 MHz, bande E6. Les porteuses transmettant des signaux codés soit pour le service public réglementé, porteuse 5, soit pour des signaux commerciaux à 500 vitesses, porteuse 6. 3 signaux dans la bande, 1559 à 1591 MHz, bande L1. La porteuse 8 transmettant les signaux du service public réglementé, la porteuse 9 transmettant des messages de navigation et d'intégrité à 125 bits s. Le système Galileo prévoit de fournir 5 catégories de services. Le service ouvert SO. Le service ouvert, en anglais Open Access, OS, est le service de base permettant la localisation et la datation comparable au service de base fourni par le GPS américain, Service SPS. Il est gratuit et ne comprend aucune restriction d'accès. C'est le service grand public qui concernera la majorité des utilisateurs. SO est disponible 99,8% du temps à tout utilisateur ayant un récepteur Galileo mono ou bifréquence. Il utilise 2 bandes de fréquence, 4 signaux dans la bande E5 à E5B et 2 signaux dans la bande L1 avec une précision de localisation horizontale de 15 mètres et verticale de 35 mètres sur une seule fréquence et sur 2 fréquences de 4 mètres et 8 mètres respectivement. Il garantira par rapport au temps universel coordonné un écart inférieur à 50 nanosecondes. Le service commercial SC. Le service commercial, ou en anglais Commercial Service, CS, est destiné aux applications commerciales exigeant une précision supérieure à celle que fournit le service ouvert. Il utilise notamment 4 signaux dans la bande E5 à E5B et 2 dans la bande E6. 2 signaux sont protégés par un chiffrement commercial décryptable par les terminaux équipés et disposant de la clé d'accès. Ce service sera géré par les fournisseurs d'accès au service commercial Galileo. Il se prête particulièrement bien aux services à valeur ajoutée, qui seront proposés en complément de la navigation. SC est disponible, avec un récepteur à triple fréquence sur contrat passé à un fournisseur de services privés ou publics. Il comporte des services d'information additionnels à 500 vitesses, porteuse 6. Le service de sauvegarde de la vie humaine ou le service de sûreté de la vie, en anglais Safety of Life, SOL, est plus connu sous son sigle anglais. Il s'agit du service ouvert complété par un signal d'intégrité indispensable pour toutes les applications où l'absence de cette information d'intégrité pourrait mettre en danger des vies humaines, transport aérien, ferroviaire et maritime. SOL assure la sécurité des personnes ayant un récepteur Galileo bifréquence, qui fournit une information sur l'intégrité de la qualité des signaux Galileo et qui peut être garantie par contrat, porteuse 3. Le service public réglementé, ou Public Regulated Service, PRS, est réservé aux applications gouvernementales sûreté, douane, police, répression des fraudes, sécurité civile, transport, applications militaires, etc., pour lesquelles la continuité du service doit être garantie quelles que soient les circonstances, donc particulièrement robuste vis-à-vis de brouillage éventuel ou d'interférences électromagnétiques accidentelles. Ce service PRS utilise 2 signaux dédiés et chiffrés, bande E6 porteuse 5 et bande L1 porteuse 8, dont un sur la même fréquence que le futur code militaire, code M du GPS. Son accès sera contrôlé par les autorités en charge des questions de sécurité. Le service de recherche et sauvetage, en anglais Search and Rescue, SAR, poursuivra à l'ère de Galileo le service rendu par le système actuel SARS-ATCOS-PAS mis en place par le Canada, la France, les États-Unis et la Russie depuis 1982. Il utilise la porteuse 3 de la bande E5 à E5B. Il permet de recueillir et de localiser les émissions des balises de détresse opérant à 406 MHz, en service sur les avions, les bateaux et pour les expéditions terrestres. Il comprendra en particulier un signal de retour vers la balise de détresse, pour informer l'auteur de l'émission que son message a bien été reçu. SAR renforce l'organisation COSPASS-ARSAT dont il améliore considérablement les performances. Le plan de fréquence de Galileo. Le plan de fréquence de Galileo optimise l'utilisation de l'ensemble des nouvelles bandes de fréquences,
accordé par la Conférence mondiale des radiocommunications d'Istanbul de 2000 à la radionavigation par satellite, pour pouvoir y implanter l'ensemble des services du système Galileo. Le schéma ci-dessous montre clairement que Galileo est le système qui a la plus large occupation spectrale par rapport au système GPS et GLONASS modernisé. La puissance émise dans la bande L1 sera légèrement supérieure à celle émise par le GPS actuel, 16 dBW, reçu au lieu de 155 dBW. Le futur GPS devrait par contre émettre une puissance supérieure. Schéma A, bande spectrale en fréquence occupée par Galileo, GLONASS et le GPS. Pour satisfaire les besoins de l'aviation civile, la troisième fréquence civile L5 de GPS serait centrée sur 1176,45 MHz dans la bande des services radio de la navigation aéronautique, Aeronautical Radio Navigation Service, ARNS. Le sigle RNSS correspond à Radio Navigation Satellite Service. L'occupation spectrale suit un schéma mêlant partage de certaines bandes de fréquences et utilisation de fréquences autonomes. Les raisons en seront détaillées dans la section suivante. L'utilisation de la bande C, vers 5200 MHz, pour les signaux de radionavigation, qui n'a pas été retenue pour la première génération de satellites Galileo, devrait voir le jour dans sa deuxième génération. L'obtention des fréquences de Galileo a fait l'objet d'âpres négociations aux conférences mondiales des radiocommunications de 2000 à Istanbul et de 2003 à Genève. Un des enjeux principaux était de démontrer qu'en général les systèmes GNSS fondés sur des constellations de satellites à haute altitude, et Galileo en particulier, pouvaient parfaitement cohabiter avec des systèmes à émission pulsée de type radar permettant des mesures de distance. En anglais Distance Measuring Equipment, DME, et utilisés régulièrement par l'aviation civile ou la communauté militaire. Ces conférences se sont soldées sur un succès complet des demandes de Galileo, grâce notamment à un soutien international motivé par l'ouverture du programme à des participations limitées mais significatives de pays tiers. Le deuxième volet de cette saga des fréquences de Galileo résidait dans la négociation d'un accord de compatibilité et d'interopérabilité entre Galileo et le système GPS, qui partait du constat qu'il était plus opportun de réutiliser le marché déjà mature des récepteurs du GPS plutôt que de vouloir créer un marché concurrent totalement indépendant. Il a fallu 4 ans de difficiles négociations pour aboutir à un accord satisfaisant en juin 2004, qui ne remettait pas en cause les ambitions fixées par le programme Galileo et définissait des règles de bon voisinage dans le partage des bandes de fréquences. À l'avenir, les défis résident dans la sauvegarde des fréquences utilisées par Galileo, en coopération avec nos partenaires internationaux, et notamment les principaux opérateurs de systèmes de radionavigation par satellite que sont les Américains et les Russes. Protéger les fréquences signifie maintenir l'environnement électromagnétique à un niveau faible et acceptable d'interférence, ne remettant jamais en cause la qualité des services fournis. Les menaces peuvent cependant être très diverses, depuis des nouveaux systèmes de radionavigation régionaux ou mondiaux accentuant la pression sur la ressource de fréquences saturées, jusqu'à la prolifération d'équipements sans fil opérant illégalement dans ces bandes de fréquences et vendus pourtant en toute légalité sur Internet. Galileo doit fournir aux utilisateurs différents niveaux de service, chaque service ayant des caractéristiques de signaux différentes, afin de répondre aux spécifications de performance demandées. Les services ont été décrits dans la section précédente. Les différents signaux sont schématisés par le schéma B ci-dessous. Schéma B. Les signaux de Galileo répartis sur 3 bandes de fréquences pour offrir 5 services distincts aux utilisateurs. Les niveaux de performance recherchés sont de plusieurs ordres. Il faut considérer la performance en termes de précision, le niveau d'indépendance du système Galileo mais aussi la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres signaux tels que ceux du GPS ou de GLONASS. Pour atteindre un service précis de positionnement, chaque service combinera au moins 2 signaux portant la même information d'horloge sur des porteuses différentes, réception bifréquence. En effet, la propagation des signaux est perturbée par les couches ionosphériques qui introduisent un retard de propagation. Ce retard de propagation introduit dans l'évaluation de la distance une erreur qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Ce retard dépend de la fréquence porteuse utilisée.
Un moyen de réduire cette erreur de distance est de combiner à la réception les estimations de temps de propagation mesurées sur deux fréquences porteuses différentes. Le besoin d'isolation spectrale est également lié au besoin d'indépendance et de complétude des systèmes de navigation et à la qualité des différents services. Le besoin de complétude et d'indépendance pousse à séparer spectralement les services équivalents de deux systèmes complémentaires pour assurer une continuité de service si l'un des services subit des interférences. C'est le cas par exemple des signaux Galileo E5b et GPS L5. Le besoin de garantie de certains services stratégiques conduit à isoler spectralement les services ouverts des services à accès restreint Galileo PRS ou du GPS PPS, code PY et code M. Enfin, sur le marché de masse, les systèmes de navigation doivent être interopérables pour des raisons économiques. Ceci suppose en particulier que les récepteurs multistandards soient les plus optimisés possibles. Pour être multistandard et optimisé, un récepteur doit avoir un étage d'entrée dont les composants sont communs. Il faut donc des filtres dont la bande passante réunit les occupations spectrales des deux signaux utiles et qui n'apportent aucune distorsion ni sur l'un ni sur l'autre des signaux, que ce soit en amplitude ou en déphasage. Cette contrainte est d'autant plus sévère que les occupations spectrales des deux signaux sont distinctes. La conciliation de ces trois contraintes est complexe et amène à imaginer, sur les bandes de fréquences disponibles et déjà commercialisées, des modulations spécifiques. Le schéma C ci-dessous montre les solutions qui ont permis d'obtenir une interopérabilité des signaux du service ouvert avec les signaux ouverts du GPS, tout en maintenant une séparation spectrale des signaux associés aux services sécurisés et militaires. Schéma C. Interopérabilité des services ouverts. Les techniques de multiplexage sont choisies pour satisfaire à la fois l'efficacité maximale dans la séparation des services à la réception et les fortes contraintes d'implémentation de la chaîne d'émission. D'autres contraintes telles que les besoins de cohérence entre porteuses, codes et données sur un même signal et d'un signal à l'autre sont également à prendre en compte dans la définition des signaux. Les signaux de navigation dans le système Galileo. Les signaux de navigation seront diffusés par les satellites de la constellation Galileo, de manière différente suivant les porteuses. Ils seront périodiquement rafraîchis par des données téléchargées depuis le réseau de stations de contrôle. Les signaux comportent le code pseudo-aléatoire qui est utilisé pour la mesure du temps de propagation, et le message de navigation qui dépend du service. Un message de navigation comprend trois classes. La classe 1 contient toutes les données indispensables au calcul de la position du terminal utilisateur. Éphéméride du satellite sous forme de paramètres orbitaux, ceci étant rafraîchi toutes les 12 heures. Le temps GST, Galileo System Time. Les biais entre les différentes horloges des satellites et le GST. Un indicateur d'état du format du message de navigation. Un indicateur d'état de santé du satellite. La classe 2 contient des données qui permettent de raffiner la précision de localisation. Un modèle de base pour les corrections ionosphériques, qui peuvent représenter jusqu'à 45 mètres avec l'utilisation d'une seule fréquence et qui sont corrigés de manière satisfaisante avec l'utilisation de deux fréquences. Un délai de groupe pour corriger le temps de transit à bord du satellite. La classe 3 contient des éléments généraux destinés à faciliter l'acquisition du signal du satellite. L'almanach, donnant les paramètres d'orbite approchée des satellites de la constellation. Un indicateur d'état de santé complémentaire. L'écart entre l'échelle de temps GST et le UTC. Des messages d'intégrité. L'ensemble de ces données représente quelques milliers de bits, dont une part notable pour l'almanach. L'intérêt de l'almanach est de permettre de réduire sensiblement le temps d'acquisition des signaux des différents satellites et de mise en route du terminal, qui peut aller jusqu'à une centaine de secondes en l'absence de ces informations. 2.1.4 Détermination de la position à partir des pseudo-distances. Précision attendue. Évolution nécessaire et probable du système Galileo. Les pseudo-distances sont obtenues par mesure des temps de propagation entre les satellites et le terminal. Les instants d'émission sont datés à partir des horloges atomiques embarquées sur chaque satellite, et les instants de réception sont datés au niveau du terminal par une horloge interne,
généralement à quartz, qui ne peut pas être d'emblée synchrone avec celle des satellites. L'écart entre l'échelle de temps de l'horloge locale par rapport à l'échelle de temps de la constellation est calculé comme une nouvelle inconnue du problème à résoudre, au même titre que les 3 coordonnées dans l'espace. L'échelle de temps de la constellation est donc disponible au niveau de chaque terminal partout et à tout instant. La position du terminal utilisateur est donc calculée à partir des mesures de distance, pseudo-distance, entre le terminal et au moins 4 satellites de la constellation dont les signaux sont reçus simultanément. Plus précisément, la différence des distances entre le terminal et 2 satellites permet de placer celui-ci sur un lieu géométrique qui est une surface dans l'espace appelée hyperboloïde parabolique. La simultanéité de mesures de ce type avec 3 satellites permet de calculer les 3 coordonnées de la position géographique par intersection géométrique entre ces surfaces. La présence d'une mesure supplémentaire grâce à un 4e satellite permet, comme on l'a dit, de déterminer l'écart entre l'échelle de temps du terminal et celle du système Galileo. Si l'altitude de la position géographique peut être connue par ailleurs, cas d'un navire en mer, la réception des données de 3 satellites suffit, au moins dans le principe. Cette méthode suppose, bien sûr, que soit connue avec une précision suffisante la position des satellites dans l'espace rapportée à un référentiel géodésique mondial commun à tous les utilisateurs. Celle-ci est calculée à partir des éphémérides contenus dans les signaux de navigation transmis par les satellites. Ces éphémérides sont calculées au sol et injectées périodiquement en mémoire, par le réseau de stations de contrôle de la constellation. Elles sont élaborées à partir d'un ensemble de stations d'orbitographie dont les positions sont précisément connues dans le repère international de référence terrestre, ITRF, ou ce qui est équivalent au mètre près, dans le repère WGS 84, World Geodetic Survey Edition 1984, déjà établi pour le GPS et très utilisé aujourd'hui, voir en 2.2 les notes sur les systèmes de référence. Précision attendue. L'objectif de restitution de la position du terminal à quelques mètres près exige de travailler sur la précision de toutes les composantes du système. Les positions des satellites doivent être connues au mètre près. Les temps de propagation entre les satellites et le terminal doivent être déterminés à mieux que 10 nanosecondes près. À 300 000 km par seconde, les ondes électromagnétiques parcourent 1 mètre en 3,3 nanosecondes, ce qui exige une modulation des différentes porteuses avec des codes pseudo-aléatoires sophistiqués et des algorithmes de corrélation très avancés avec des codes semblables générés par le terminal. La prise en compte des effets de la propagation des ondes radioélectriques à travers l'ionosphère et la troposphère, effets qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. L'instant d'émission doit être connu à la nanoseconde près par rapport à l'échelle de temps de la constellation. L'écart de cette échelle par rapport au temps atomique international, taille, est connu avec la même précision. Les délais de transfert à bord du satellite doivent être pris en compte, délais électroniques, position du centre de phase des antennes par rapport au centre de masse, etc. Un étalonnage externe par mesure de télémétrie laser depuis le sol est prévu à cet effet. À la suite de la suspension de la disponibilité sélective, Selective Availability, par le gouvernement américain en mai 2000, le GPS fournit désormais une précision de positionnement affichée de l'ordre d'une dizaine de mètres. La précision réelle mesurée reste toutefois de moins bonne facture. Le GPS n'offre toujours aucune garantie de qualité, le gouvernement américain se réservant le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis et à tout moment. Par sa conception, Galileo vise donc une précision sensiblement meilleure, de l'ordre de quelques mètres. Plus important encore, la qualité de service de Galileo permettra d'offrir à ses utilisateurs des garanties qui peuvent aller jusqu'à engager la responsabilité des opérateurs en cas d'accident ou de perte de signal. Pour la diffusion de l'heure, le GPS utilise une extrapolation de l'écart entre le temps du système et le temps universel coordonné, UTC, et fournit ainsi ce dernier à une vingtaine de nanosecondes près, en temps réel. Galileo offrira aussi ce service. D'une manière générale, la robustesse des signaux de radionavigation par satellite, qui constitue un autre volet de la performance des services des systèmes globaux de navigation par satellite, GNSS,
verra une forte augmentation grâce à l'introduction de Galileo. La conception des signaux a pleinement pris en compte cet aspect en introduisant des codes qui ne sont pas modulés par des messages de navigation, des signaux avec des puissances reçues au sol 2 à 3 fois plus fortes que ce qui se fait jusqu'à présent, et des modulations de signaux plus étalées spectralement offrant une meilleure résistance aux sources d'interférences. Cette dimension laisse envisager une véritable explosion des applications à l'intérieur des bâtiments, applications indoor en anglais, en conjonction avec la forte tendance à intégrer des équipements de localisation dans les terminaux mobiles de télécommunications. Les incertitudes et les évolutions possibles du système Galileo. En définissant les caractéristiques du système Galileo, il faut prendre en compte dès à présent le fait que celui-ci sera opérationnel au début de la prochaine décennie, pour une durée qui dépassera certainement plusieurs décennies. Sur une si grande échelle de temps, il est difficile de prévoir toutes les évolutions de l'environnement de la navigation par satellite. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter les caractéristiques de Galileo à cet environnement évolutif non prévisible, dans la mesure du possible, en permettant même après le déploiement en orbite des satellites de la constellation de faire face à de nouvelles contraintes qui pourraient intervenir et avoir des conséquences sur les performances offertes aux utilisateurs. Cette conception flexible du système a pour double effet d'allonger la durée de vie de Galileo et de réduire les coûts liés au renouvellement de la constellation. Quels sont les facteurs susceptibles de modifier l'environnement de la navigation par satellite? Les besoins des utilisateurs de la navigation par satellite sont en constante évolution. Les applications sont de plus en plus exigeantes en termes de qualité de service et de performance fournies par le système. Pour ce faire, les fournisseurs d'applications développent des compléments locaux ou régionaux des GNSS et hybrident les récepteurs avec des équipements complémentaires aux GNSS. L'utilisation de tels compléments découle souvent de l'impossibilité d'intervenir sur le système déjà déployé, car il ne permet pas d'évolution sauf à relancer de nombreux satellites. Ces ajustements ne sont pas toujours suffisants. En effet, les services de base fournis par les satellites de la constellation doivent être également en mesure de s'adapter en améliorant constamment leur performance. C'est pourquoi, les détenteurs des systèmes existants, comme le GPS, mettent en place des programmes de modernisation de leur constellation, qui impliquent un remplacement des satellites actuels. Ceci permet d'améliorer les performances du système, mais requiert à chaque fois que la constellation complète soit renouvelée par des satellites de nouvelle génération. Ainsi, une nouvelle génération complète de satellites, dit GPS-3, pourrait arriver un peu après le moment de la mise en service opérationnelle de Galileo. Pour chacune des constellations de radionavigation se pose alors la question de la définition des orbites de parking, pour les satellites toujours en orbite mais arrivés en fin de vie opérationnelle. Définition des orbites de parking, un problème d'environnement spatial et de mécanique céleste. Chaque satellite est prévu pour avoir une durée de vie de l'ordre de 12 ans. Pour assurer le remplacement de ces satellites au-delà de cette durée, une déorbitation doit donc être envisagée conformément aux recommandations de l'Inter-Agency Space Debris Committee, IADC, structure de gestion des débris spatiaux qui regroupe la plupart des agences spatiales mondiales. La déorbitation, qui est un mot encore nouveau, consiste à modifier le demi-grand axe des orbites en utilisant le carburant encore disponible à bord des satellites. Dans le cas de Galileo, il s'agira d'augmenter le demi-grand axe des orbites et donc l'altitude des satellites morts, mais de manière à ne jamais atteindre des régions spatiales utiles et protégées, telles celles des objets géostationnaires définis à partir de 35 586 km d'altitude. Dans ce but, il faut bien s'assurer que l'excentricité reste inférieure typiquement à 0,01, toujours pour éviter de faire traverser aux débris des régions de l'espace fortement utiles et ne pas augmenter la probabilité de collision avec des satellites actifs. Ce n'est pas évident. Ici, la mécanique céleste rentre en jeu avec un rôle de préservation de l'environnement spatial. En effet, l'excentricité de certaines orbites reste stable sur des périodes de temps extrêmement longues, plusieurs siècles, tandis que pour d'autres, elle peut augmenter rapidement dans des proportions considérables en raison de configurations gravitationnelles dues à la Lune, au Soleil et à la Terre.
De telles études de stabilité et de détection du chaos sont en cours dans les observatoires pour définir où sont situées ces régions instables. En dehors du GPS, l'environnement des GNSS est également en pleine mutation du fait de l'arrivée attendue de nouveaux systèmes. De nouveaux acteurs ont en effet déclaré leur intention de mettre en place des composantes régionales des GNSS, Chine, Japon, Inde, et même dans certains cas des composantes mondiales. Par suite du degré divers de maturité de ces systèmes, il est difficile aujourd'hui de prévoir quelles fréquences seront occupées et quelles modulations de signal seront choisies, et in fine quel sera l'impact vis-à-vis de leur compatibilité avec les autres systèmes. L'environnement électromagnétique dans les bandes de fréquences exploitées par les systèmes de radionavigation par satellite, partagés avec d'autres systèmes, est également en forte évolution. De nouveaux systèmes, tels que les équipements à bande ultra large, risquent d'occuper à l'avenir les mêmes bandes de fréquences que Galileo. Enfin, de nouveaux types de menaces destinées localement à perturber voire à dégrader fortement les services de radionavigation par satellite, tels le brouillage intentionnel et malveillant des signaux de navigation, sont susceptibles de se manifester à l'avenir et sous des formes diverses. Cela impose de protéger efficacement l'infrastructure du système et de sécuriser l'usage des signaux, y compris par la mise en place d'une politique adaptée de déni d'accès et de réaction adaptée, tout en maintenant la disponibilité de signaux robustes dédiés et cryptés permettant de répondre à tous les besoins gouvernementaux, y compris en situation de crise voire de conflit. Tous ces éléments peuvent modifier les contraintes externes qui pèsent sur l'environnement de fonctionnement du système Galileo dans un laps de temps bien inférieur à la durée de vie des satellites, 12 ans, et ils doivent donc être pris en compte dans la conception du système Galileo, afin d'éviter l'approche potentiellement onéreuse et longue qui consiste à remplacer toute la constellation de satellites. Comment une conception flexible du système peut-elle permettre d'anticiper des situations pouvant avoir un impact sur la garantie des performances que sont en droit d'attendre les différents utilisateurs? La conception flexible du système permet de mettre en place, d'une part, une évolution de la qualité du service de base pendant la durée de vie des satellites. Ceci peut par exemple être mis en place par une augmentation du taux de rafraîchissement des éphémérides, une amélioration des paramètres d'horloge, l'ajout d'un nouveau signal tout en gardant les anciens, ou encore le téléchargement à bord des satellites de nouveaux codes pour les signaux de navigation. D'autre part, une capacité d'adaptation des caractéristiques techniques du système. Ceci implique clairement une flexibilité maximale de la modulation des signaux de Galileo, ce qui est possible en donnant la capacité au générateur de signal de télécharger les plans de modulation des signaux à transmettre au lieu de les générer par un équipement figé ne permettant pas de modifications ultérieures. Pour les applications de marché de masse notamment, les modifications éventuelles du signal n'auront pas d'impact sur les fonctionnalités des récepteurs déjà opérationnels, alors que des récepteurs plus performants pourront être développés. Quelques compléments sur la notion de pseudo-distance. La distance entre un satellite et le terminal à localiser J est déterminée par le temps de propagation entre le satellite et le terminal. Ce temps de propagation est obtenu par la différence entre la date d'émission T dans l'échelle de temps du satellite et la date de réception TJ. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.